Bonjour à tous. Je suis extrêmement impressionné par l'ampleur et l'ambition de ce forum. Et évidemment, c'est les solutions maintenant qu'il faut trouver. Il faut le mettre en route. Voilà, ça y est. Bon. Parce que là, j'ai un minuteur, parce que je crois qu'après, il y a des gens beaucoup plus importants que moi qui vont parler. Bon, moi, je vais vous parler de mon dernier livre, Carbone fossile, carbone vivant. Je crois que le message principal, il est dans le titre. Très souvent, dans les débats publics, on a un peu l'impression qu'il y a d'un côté le climat, et là je pense que malgré l'horrible petite musique que tu as décrite tout à l'heure, il est clair que la question climatique est au centre des enjeux sociétaux aujourd'hui. Et puis d'un autre côté, il y aurait la biodiversité. Et puis presque nos amis du Muséum national d'histoire naturelle nous disent c'est presque comme si la biodiversité était une sorte de luxe supplémentaire qu'on allait rajouter à la couche première qui est le climat. Au fond, je pense que cette vision est totalement suicidaire si on la suit, parce que fondamentalement, le climat et la biodiversité sont des enjeux intrinsèquement liés. Moi, j'ai été d'abord économiste du climat. Enfin, d'abord, j'étais économiste tout court. Hein. Puis j'ai rencontré Jean Jouzel et les climatologues. Je suis devenu économiste du climat. J'ai fait pas mal de tarification carbone, hein, pour le meilleur et pour le pire. Je ne peux pas dire que ça ait toujours bien réussi, mais il y a des choses qui sont quand même en place en Europe qui sont très importantes. Bon. Et de plus en plus, à mesure que je progresse dans mes travaux, je me dis que la question énergétique, le carbone fossile est évidemment crucial. Mais derrière, le carbone vivant est non moins important. Pourquoi ? C'est assez basique, hein, le GIEC nous le rappelle depuis 20 ans. Ce qui réchauffe la planète, ce n'est pas le flux annuel de nos émissions, c'est le stock de gaz à effet de serre qui est au-dessus de nos têtes. Tant qu'on n'a pas stabilisé le stock, le réchauffement se poursuit. Or, pour stabiliser le stock de gaz à effet de serre, il va falloir ramener le flux annuel de nos émissions brutes à la capacité d'absorption des gaz à effet de serre en fin de vie pour les gaz hors CO2 et la capacité d'absorption du milieu naturel avec peut-être un peu plus de méthodes de stockage artificiel du CO2. C'est cet état qu'on appelle la neutralité climat. Je ne parle pas de la neutralité carbone, car le terme est souvent un peu trompeur. Hein. Neutralité carbone, c'est une espèce de truc qu'on peut se payer, hein, en achetant quelques crédits. Non, ce n'est pas du tout ça. La neutralité climat, hein, c'est véritablement l'état dans lequel nous devons aller le plus vite possible, où nous allons stabiliser le stock de gaz à effet de serre. Alors pour y parvenir, il y a deux énormes... Alors on appelle ça des transitions. Mais vous reprenez le terme transition parce que c'est le terme qui est communément utilisé. En réalité, ce n'est pas des transitions, c'est des transformations profondes du fonctionnement de nos sociétés. La première transformation, elle est ultra connue, elle concerne le carbone fossile, c'est la transition énergétique. Transition énergétique, en deux mots, la nature a mis des centaines de millions d'années à produire ce concentré d'énergie fossile qui est sous nos pieds, à partir du carbone vivant qui a vécu il y a très longtemps. Et depuis un siècle et demi, les sociétés humaines extraient ce concentré d'énergie fossile pour augmenter dans des proportions incroyables l'énergie qu'on utilise dans le monde. Hein. Sur les 100 dernières années, on a multiplié par 8,5 la quantité d'énergie dans le monde. La transition énergétique, ce n'est pas du tout une somme d'ajustements incrémentaux, c'est un changement de logiciel. Depuis un siècle et demi, nos transitions énergétiques consistent à ajouter de nouvelles sources d'énergie aux sources existantes. Ce qui fait qu'effectivement, on a pléthore d'énergie aujourd'hui. Ce que nous dit le GIEC, c'est assez simple. Il faut passer de cette logique de l'addition à une logique de soustraction. Ce qui va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas de rajouter des sources éoliennes, de l'hydrogène vert, du solaire. Non, ce qui va faire baisser les émissions, c'est de retirer du système énergétique les actifs qui sont utilisés pour produire ou consommer l'énergie fossile. Donc, sous l'angle économique,
La transition énergétique, elle a deux volets. Elle a un volet investissement. Vous êtes là pour gérer au mieux ce volet investissement, pour innover, etc. Et on voit bien que la dynamique, elle est très fortement enclenchée et elle est en réalité portée par une révolution majeure qui s'est opérée sur les 2 dernières décennies, c'est que les énergies fossiles ont perdu la bataille des coûts sur la production de l'électricité. Point barre. Vous voyez, et ça, c'est une révolution majeure. Parce qu'auparavant, pendant 1 siècle et demi, ils avaient gagné toutes les batailles des coûts. Madame Henry Ford, l'épouse du fameux industriel, roulait en 1910 à Manhattan en voiture électrique. Et puis la voiture électrique a perdu la bataille des coûts à cause de son conjoint, qui a allongé. Bon, bref, voilà. Bon, donc ça, c'est le volet investissement. Mais ce qui va être le plus dur, et le véritable coût économique pour nos sociétés, ce n'est pas l'investissement. Un simple modèle dynamique économique vous montre bien que, évidemment, l'investissement n'est pas un coût pour la croissance. Ça augmente la capacité de production. Le véritable coût, c'est le désinvestissement. Il va falloir retirer ou reconvertir un grand nombre d'actifs économiques qui sont utilisés pour produire et consommer l'énergie fossile. Je ne parle pas uniquement des actifs financiers. Le premier qui a un peu vu ça, c'était le gouverneur de la Banque d'Angleterre il y a quelques années, qui, dans son discours Lloyds, expliquait aux investisseurs, attention, la valeur boursière des grandes sociétés basées sur le fossile est peut-être fortement surévaluée. Bon, non, ce n'est pas ça qui va être difficile à reconvertir les actifs. Bon, il y a des gens qui vont prendre des gamelles, évidemment, mais bon, les actifs financiers, ça se déplace rapidement. Il y a le capital physique. Quand vous regardez le fonctionnement du système énergétique, les infrastructures physiques, ça dure un certain temps. Et une grande partie des infrastructures qui existent sont déjà, si vous ajoutez la quantité de CO2 qui va pouvoir être produite, on est déjà au-delà du budget carbone global qui limite le réchauffement en dessous de 2 degrés. Bon. Et puis vous avez les actifs humains, qui seront les plus essentiels dans la transition énergétique, car évidemment, ça va être le moteur. Et on sait bien que les emplois de l'économie décarbonée ne sont pas les mêmes que les emplois de l'économie carbonée. Et à mes yeux, c'est véritablement la grande faiblesse aujourd'hui dans les politiques de transition énergétique. On sous-estime incroyablement le capital humain. Bon. Voilà, si vous voulez, pour le premier volet. Donc, le message principal sur la transition énergétique, il est assez basique. Il faut évidemment investir, mais ce qui va être le plus compliqué pour les sociétés, c'est le désinvestissement. Regardez la COP28. La COP28, j'ai créé pour les besoins de mon livre au chapitre 4 le G17. Le G17, c'est l'ensemble des pays qui sont les plus dépendants pour leur économie de la production, de l'exportation d'énergie fossile. Donc cette année, la COP, elle se tient dans un pays du G17. Vous voyez le coût de la transition énergétique pour Dubaï, les Émirats arabes unis. Bon, il se trouve qu'au moment de la COP 21, à l'époque, le Quai d'Orsay nous envoyait dans les coins un peu chauds où les diplomates ne savaient pas trop quoi dire. Moi, j'ai fait 2 conférences devant le Fonds souverain d'Abu Dhabi avant l'accord de Paris pour le expliquer. C'était quand même un peu difficile. Bon, mais n'ayons aucun doute, ce que font aujourd'hui les pays du Golfe, nous le faisons en Europe. Nous sommes en train d'augmenter les permis. Là où il reste encore de l'énergie fossile, pas le charbon, mais le pétrole et le gaz, on augmente les permis d'exploration. Au Royaume-Uni, en Norvège. Bon, évidemment, on ne peut pas le faire en France, il n'y en a plus. Oui, bon. Donc le problème du G17, c'est un miroir déformant qui nous renvoie avec encore plus d'acuité notre problème qui va être de sortir des actifs liés à l'énergie fossile et surtout ceux liés au pétrole et au gaz sur lequel on n'a pas commencé ce désinvestissement. On a commencé ce désinvestissement sur le charbon. On n'a pas commencé sur
le pétrole et le gaz. Et ça va être vraiment, je crois, le point essentiel sur les transitions énergétiques dans les années qui viennent. Évidemment, ça va avoir des implications très importantes côté demande sur ce qu'on appelle improprement la sobriété, qui, à mes yeux, renvoie à des questions d'équité, puisque la sobriété, ça renvoie évidemment au partage de l'énergie disponible, qui est extraordinairement inégalitaire dans le monde et à l'intérieur de nos pays, entre les bien pourvus et les démunis. Voilà sur la transition énergétique. Je dis 2 mots quand même sur les externalités, c'est mon métier. Hein. Bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fatigue un peu, hein, mais bon, évidemment, si on veut accélérer la transition énergétique, le meilleur moyen, c'est de donner un coût à l'usage de l'énergie fossile via un système de taxes ou un système de quotas. Et ce faisant, on va renchérir le coût d'usage des énergies fossiles sans restituer la rente aux producteurs. Parce que quand le prix du pétrole augmente sur le marché international, ça modère bien la demande d'énergie, mais vous augmentez la rente des producteurs. Donc vous êtes dans un cycle, effectivement, de réinvestissement dans ces énergies fossiles. Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Ou pourquoi est-ce qu'on le fait insuffisamment, plus exactement, parce qu'il y a quand même de la tarification carbone dans un certain nombre de pays, notamment en Europe, avec le système d'échange des quotas. On ne le fait pas parce qu'on ne sait pas gérer les impacts redistributifs. Voyez-vous, ce qui est compliqué, et là je l'ai vécu personnellement, quand je me suis occupé du comité fiscalité écologique, les économies, ça va assez bien dire quel niveau du prix du CO2 il faut mettre en place pour accélérer la transition. Par contre, ce qu'on ne sait pas du tout faire, c'est comment redistribuer cette taxe carbone ou ces systèmes de quotas payants entre les différents acteurs pour effectivement ne pas accentuer les inégalités d'accès à l'énergie en renchérissant le coût des énergies fossiles. Bon, imaginez maintenant qu'en 2050, grâce en partie quand même, à des forums tels que le forum qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, votre forum forum des transitions, voilà, ou forum des solutions, imaginez qu'en 2050, nous ayons totalement réussi à sortir de notre addiction aux énergies fossiles. Serions-nous automatiquement en situation de neutralité climat? La réponse est non. L'énergie fossile, c'est à peu près 70% des émissions mondiales. Dans le reste, je dis à peu près, non pas que je ne connaisse pas les chiffres, mais parce que c'est mesuré avec une certaine incertitude, surtout sur les gaz hors CO2. Le reste, principalement, c'est ce qui est lié au carbone vivant. 1/4 des émissions mondiales, c'est la façon dont nos sociétés traitent le carbone vivant, avec 2 sources principales. 1, les émissions hors CO2 des systèmes agricoles. J'entends là les émissions qui ne sont pas provoquées par l'usage d'énergie fossile par les agriculteurs. Ça rentre bien dans la transition énergétique, comme celle qu'on utilise nous. Non, ce sont les émissions de méthane et de protoxyde d'azote et puis les relâchés de CO2 qui correspondent à l'impact des technologies agricoles sur le milieu naturel. Donc on est complètement dans le carbone vivant. Et il faut le mesurer tout au long du cycle de vie, y compris en fin de vie, la gestion des déchets organiques qui rejettent du méthane. Et puis la deuxième grande source, c'est bien connu, c'est l'affaiblissement du puits de carbone continental, du puits de carbone terrestre, principalement via la déforestation tropicale. Je dis bien principalement, mais pas uniquement. Bon. Pour le carbone vivant, on est dans une logique économique qui est complètement différente de celle du carbone fossile. Sur le carbone fossile, le challenge pour nos sociétés, c'est de réintroduire de la rareté sur 3 biens, le charbon, le pétrole et le gaz. Pour le carbone vivant, l'enjeu pour nos sociétés, c'est de réintroduire de la diversité. Pas de la diversité matérielle, de la diversité du vivant, de la biodiversité. C'est une logique de bioéconomie. C'est beaucoup plus complexe à modéliser. Moi, je sais à peu près vous faire n'importe quelle espèce de modèle économique sur qu'est-ce qui se passe lorsque j'enlève le charbon, le pétrole et le gaz du système économique. Je ne sais pas du tout modéliser la diversité du vivant. C'est d'une complexité incroyable. Et donc cette deuxième transformation qu'on va appeler la transition
agroclimatique, ouais, il me reste 5 minutes, je vois qu'il regarde sa montre, hein, mais rassurez-vous, je vous passerai le micro exactement à l'heure dite. Hein. Alors, la transition agroclimatique a 3 composantes essentielles. Il y a une première composante qui est la composante agricole. Nous avons développé depuis à peu près 70 ans, un peu plus en Amérique du Nord, des systèmes d'intensification agricole basés sur une logique industrielle de spécialisation, de chimisation, de sélection du vivant et de sélection du vivant qui nous met dans des situations incroyables de fragilité parce qu'on a appauvri le nombre d'espèces qu'on cultive ou le nombre de races animales qu'on élève dans des proportions incroyables, ce qui nous met dans de très grandes fragilités et puis ce qui fait un énorme choc sur la biodiversité naturelle. C'est le principal choc. Lorsque vous regardez les travaux du GIEC de la biodiversité, c'est la plateforme sur la biodiversité, vous voyez que la première cause d'érosion de la biodiversité, c'est de très loin ce changement d'usage des sols. Bon, ça, c'est la première composante. Changer les systèmes de production agricole, croyez-moi, c'est compliqué. Il se trouve que moi, j'ai commencé mon métier d'économiste dans le secteur agricole, puisque j'ai fait ma thèse d'État sur l'agriculture en Algérie après y avoir travaillé 4 ans. Et aujourd'hui, je suis administrateur d'une ONG de développement qui s'appelle AgriSud International. Je rigole lorsque j'entends mes collègues économistes ingénieurs qui disent « oui, ça coûte pas cher d'arrêter les fonds de déforestation ». Parce que c'est une vision d'ingénieur, ça. Mais les coûts humains de la transition agricole, ils sont considérables. Il y a un deuxième volet dans cette transition agroclimatique qui est, sous l'angle de la transition, le volet demande. De même que nous n'arriverons pas à sortir de notre addiction aux énergies fossiles si nous n'avons pas un important volet d'action sur la demande d'énergie, la sobriété énergétique, pareil pour l'agriculture. Il va falloir changer les modèles alimentaires en retirant de nos rations les biens qui sont à plus fort impact négatif sur le climat, principalement les biens ultra transformés ou les biens issus de l'élevage du ruminant, le pire étant évidemment le croisement des deux. C'est pas rien de changer des systèmes alimentaires. Parce que les systèmes alimentaires renvoient à toute une somme de paramètres où l'économie joue un rôle, mais pas que. Bon. Et puis, le troisième volet, c'est la protection des puits de carbone. Et je voudrais terminer là-dessus. La protection des puits de carbone me paraît, pour le climat, l'enjeu le plus important à moyen et long terme. Quand je dis l'enjeu le plus important à moyen et long terme, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper tout de suite. Au contraire, plus c'est stratégique à moyen et long terme, comme le disait tout à l'heure Lionel, plus il faut s'en occuper dès 2024 et peut-être même encore le mois et demi qui nous reste en 2023. Bon, voilà. Alors la protection des puits de carbone, pourquoi est-ce que c'est fondamental ? Pour une raison très simple. L'ensemble de la biosphère terrestre, ça contient à peu près 4 fois la quantité équivalente au CO2 qui est dans l'atmosphère. Donc si vous épuisez cette capacité des puits de carbone terrestres, vous vous mettez face à un risque considérable. Or, nous avons des signaux qui nous montrent cet affaiblissement du puits de carbone terrestre. Il y a la déforestation tropicale, c'est ultra connu, hein, ce sont les empreintes anthropiques directes. On sait que si on veut arrêter la déforestation tropicale, il faut agir sur les systèmes agricoles, qui sont de très loin le premier front de déforestation. Mais il y a des effets de boucle, de rétroaction climatique qui affaiblissent la capacité de stockage du CO2 par le milieu naturel, à peu près partout maintenant sur les forêts tempérées, et ça commence sur les forêts boréales. C'est quoi ? C'est les invasifs qui remontent. Vous savez, le réchauffement climatique provoque une remontée générale des êtres vivants depuis l'équateur vers les pôles. Parmi ces êtres vivants qui remontent, vous avez des insectes, vous avez des prédateurs qui attaquent les forêts. Et comme les arbres bougent moins vite que les autres, les arbres ne savent pas se défendre. Et l'ONF ne sait pas comment défendre ça. Donc en France, on a perdu pratiquement 30 millions de tonnes qui étaient séquestrées chaque année il y a 15 ans. Et demander à l'ONF qu'est-ce qu'il faut faire, tout simplement, ils ne savent pas très bien. Voyez. Bon, donc ce volet
protection des puits de carbone, il est absolument essentiel. Il est très lié à la révolution qu'il faut mettre sur les systèmes agricoles, parce que l'agriculture est l'un des principaux facteurs de déforestation, et à mes yeux, ça va devenir, à mesure qu'on va progresser sur le carbone fossile, le carbone vivant va s'imposer comme étant véritablement le nerf de la guerre pour stabiliser le réchauffement climatique. Il me reste 14 secondes, et j'utilise ces 14 secondes pour vous remercier pour votre attention, et vous souhaiter également un très bon forum des transitions.